Bonjour à tous, bienvenue dans votre quart d'heure. Aujourd'hui nous allons parler vitesse, nous allons parler rail, nous allons parler TGV, mais surtout de ce que vous ne savez pas du TGV. Pour rester dans le thème, je vous propose de faire la première partie de façon très rapide. En plus, ça nous arrange ici à la rédaction, on a plein de choses à vous dire. L'idée de créer un train à grande vitesse pour relier les principales villes françaises émerge au cours des années 1960, après que le Japon commence en 1959 la construction du premier train à grande vitesse au monde, le Shinkansen, qui relie Tokyo à Osaka, les deux principales villes du Japon. A l'époque, la SNCF cherchait un moyen de redresser la fréquentation de ces trains qui baissaient inexorablement. Une augmentation substantielle de la vitesse apparut comme la solution qui lui permettrait de concurrencer efficacement l'automobile et l'avion. Elle était stimulée par les expérimentations du projet Aérotrain qui faisait appel à la technologie du coussin d'air radicalement différente du contact roue-rail du chemin de fer classique. Elle expérimentait également la voie des turbotrains légers, testant dès 1967 un premier prototype puis un second nommé ETG, élément à turbine à gaz, qui a été mis en service commercial dès mars 1971. En 1966, un service de recherche naît à la SNCF, avec le lancement de l'étude Possibilités ferroviaires à très grande vitesse sur infrastructure nouvelle, le projet C03. On ne sait toujours pas quels sont les projets C02 et C01, mais tenez sur moi pour vous tenir informé. Ce projet innove à la fois par l'idée de la création de lignes nouvelles et par l'attention portée par la qualité de service et à la tarification, alors que la politique de la SNCF visait à cette époque prioritairement à la réduction des coûts. Après avoir été présenté au pouvoir public en 1969, le projet C03 est adopté en comité interministériel le 25 mars 1972. Toutefois, la mise en concurrence de ce projet avec celui de l'aérotrain laisse planer un doute sur l'issue de cette opération. Tout de suite, une jolie transition financée par George Lucas. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Vous aurez reconnu la très célèbre publicité pour la carte Kiwi, publicité de la SNCF dans les années d'un autre siècle. Dans sa première version, le TGV devait être mu par des turbines à gaz. Ce choix était motivé par la taille relativement petite des turbines, leur puissance massique élevée, et leur capacité à délivrer une puissance élevée pendant un trajet important. La SNCF présente dès le 23 mars dans les usines Alstom, à l'époque où Alstom s'écrivait encore avec un H, à Belfort, le turbotrain à grande vitesse, appelé TGV 001, qui est l'héritier de troisième génération des turbotrains à turbine à gaz, ETG, circulant avec un succès croissant depuis le 16 mars 1970, à 160 km à l'heure sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Le TGV a un potentiel d'exportation car il intéresse les États-Unis où le ministère fédéral des Transports commande à la société Sofrerail un contrat de cession de connaissances sur la question des grandes vitesses en juin 1972. Les essais du TGV 001 qui débutent le 4 avril 1972 sur la ligne de la plaine d'Alsace apportent cependant beaucoup d'enseignements utiles à la suite du projet, notamment dans le domaine du freinage à haute vitesse qui nécessitait de dissiper une importante quantité d'énergie cinétique, de l'aérodynamique et de la signalisation. La rame était articulée, deux caisses adjacentes s'appuyant sur un bogie commun, tout en conservant une mobilité de mouvement relative. C'est une des particularités du TGV, il y a un seul bogie pour deux voitures, ce qui fait qu'il est bien évidemment moins mobile. Après les 220 km/h au printemps 1972, ce prototype atteint la vitesse de 318 km/h à l'été 1972, pulvérisant ainsi le record du monde de vitesse ferroviaire en traction thermique. Le style du TGV, tant intérieur qu'extérieur avec le nez caractéristique des motrices, est dû au designer français Jacques Cooper et marque les générations suivantes de matériel. Depuis 2003, l'une des motrices du TGV 001 est exposée aux abords de l'autoroute
l'autoroute A368 près de Belfort, tandis que l'autre est à l'est à Bischenheim près de Strasbourg le long de l'autoroute A410 où se situe également un centre industriel de rénovation et d'entretien des rames et des motrices. Le conseil interministériel du 26 mars 1971 décide finalement le principe de la construction entre 1978 ou 1979 de la liaison Paris-Lyon en moins de 2 heures pour un coût de 1,5 milliard et demi de francs jugé rentable. Même si Olivier Guichard, ministre de l'aménagement, estime lui qu'on aurait mieux fait de renforcer les liaisons d'aérotrains ou même tout simplement d'avions entre ces deux villes. La crise pétrolière de 73 ne fait que renforcer l'intérêt du TGV face à l'avion à la suite de la flambée des prix de l'énergie, donc le choix est simplement fait de passer en électrique avec un acheminement du courant par caténaire et captage par pantographe. Les raisons de ce choix furent autant politiques que technico-économiques. En effet, le coût de l'énergie ne représentait alors que 5% du coût de traction, soit 20 francs de l'époque par rame par kilomètre, soit 16 € équivalent en 2007. Et le coût d'une rame électrique est environ 10 fois plus élevé que celui d'une rame à turbine pour une capacité inférieure sans compter le coût des installations fixes. Un oiseau, je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings. Pour le passage à l'électrique, il a fallu tester plusieurs innovations, le pantographe à 2 étages, les moteurs de traction suspendus à la caisse pour alléger, près de 3 tonnes tout de même, et également les nouvelles dispositions en matière de suspension et de freinage. Zébulon, une rame de test, a parcouru environ 1 million de kilomètres en marche d'essai. En 1974, le président Pompidou confirme le lancement de ce projet plutôt que celui de l'aérotrain, qui avait lui un moteur thermique, et le premier ministre Mesmer décide le 5 mars d'engager la construction d'une première ligne entre Paris et Lyon, la LGV Sud-Est LN1. Le temps de parcours est considérablement réduit par rapport à la situation antérieure, déjà parce que la ligne est plus directe qui ramène la distance entre les deux villes de 512 à 426 km, près de 100 km de moins, ce qui permet au rail d'acquérir de nouvelles parts de marché au détriment de l'automobile et surtout de l'avion. L'innovation était non seulement technique mais aussi commerciale, la réservation obligatoire assura un coefficient de remplissage très élevé en contrepointe, contrairement à une tarification calendaire qui ne pouvait discriminer le sens de circulation. La première ligne est officiellement ouverte au public en 1980. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre. Mon vent. Le TGV, c'est surtout le train de tous les records. Le TGV 001 a atteint 318 km/h le 8 décembre 1972. Le TGV, la première rame qui est entrée en utilisation commerciale, a atteint 380,4 km/h en 1981, le 26 février. Le TGV, en 1990, rame de seconde génération, a atteint 515,3 km/h le 10 mai. Et en 2007, le 3 avril, la dernière rame a atteint 574,8 km/h.
si j'étais un oiseau. Cui, 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 cui. Oh yeah. Cui, 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 cui. Oh yeah. Cui, 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 cui. Oh yeah. Cui, 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 cui. De nos jours, un grand nombre de pays ont des lignes et trains à grande vitesse. Vous aurez compris que pour faire circuler un TGV, il faut une LGV sur une ligne à grande vitesse qui ait un parcours spécifique avec par exemple des courbes plus larges. Mais est-ce que le TGV présent dans les autres pays a un quelconque lien avec notre TGV français ? Pour clarifier tout ça, clarifions la question. Est-ce que les autres TGV sont également construits par Alstom ? Certains, oui. Par exemple, en Espagne, une grande partie de la flotte de la Renfe, les AVE, mais au fil du temps, plusieurs constructeurs ont acquis l'expérience du train à grande vitesse, comme par exemple Siemens, qui aujourd'hui complète la flotte espagnole. Il n'y a plus que des trains français. Au contraire, en Asie, dans le pays du soleil levant, ce ne sont que des technologies propres, tout comme en Chine qui a au fil du temps acquis cette expérience. Elle se fournissait avec des trains réalisés par Bombardier, Kawasaki Heavy Industries, Alstom et plus tard Siemens. Si cela vous intéresse, dites-le moi et nous pourrons réaliser un épisode sur le commerce contemporain en Chine. C'est très intéressant. Pour faire simple, la Chine au début n'avait pas les connaissances nécessaires pour les trains à grande vitesse. Alors elle a fait... Et les Occidentaux l'ont aidé jusqu'à ce qu'elle acquiert ses compétences et connaissances. Mais certains pays, notamment ceux de la catégorie en voie de développement, font le choix de l'expertise 100% française clé en main. C'est par exemple le cas du Maroc qui en 2007 passe un contrat exceptionnel avec la SNCF qui en partenariat avec la ONCF, l'Office national des chemins de fer du Maroc, vont construire une LGV de Tanger à Kénitra. C'est la SNCF qui va fournir les rames des TGV POS. Le temps de parcours entre Casablanca et Tanger sera de 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. La ligne à grande vitesse qui relie Casablanca et Tanger au Maroc a été inaugurée le 15 novembre à Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI, en présence du président de la République Emmanuel Macron et de Guillaume Pépi, accompagné de Patrick Jeantet pour la SNCF. La Corée du Sud a également utilisé des dérivés des TGV Alstom pour sa première génération de TGV. Cependant, concernant la France et ses voisins, c'est la SNCF qui a la main mise sur le marché. L'Eurostar, le Thalys, le Livia sont tous des TGV français fabriqués par Alstom. SNCF possède une expérience ferroviaire unique en Europe. La Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne avec Eurostar, Thalys, la Suisse avec Lyria, l'Allemagne avec Aleo, l'Espagne avec Calypsos et depuis 2021, Ouigo España. La SNCF, grâce à ses filiales, est présente dans une grande partie du globe. Keolis, par exemple, gère une grande partie des métros automatiques et tramways à travers le monde. Les derniers en date, ceux des Émirats Arabes Unis, le métro au Qatar ou encore l'aide de la SNCF pour le lancement du TGV tchèque. Et même si le TGV en tant que tel ne s'est pas beaucoup exporté à travers le monde, la SNCF met aujourd'hui en valeur son expérience pour aider au développement ferroviaire dans d'autres pays avec un certain succès. Je vous parlais au début de l'intérêt de l'Amérique pour la ligne à grande vitesse qui a été en partie décisif pour le choix du TGV. Eh bien, rassurez-vous, l'Amérique n'a absolument pas mis en place de TGV comme l'a fait la France après la réussite des essais. Ce n'est que récemment qu'elle s'est penchée sur la question et elle est en train de construire de nouvelles lignes à grande vitesse. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé découvrir l'histoire du TGV avec cette base, cette rame qui devait être donc thermique
à gaz, et puis aussi de voir comment la SNCF s'est implantée partout à travers le monde avec d'autres filiales que j'ai pas nommées comme Geodis, et puis de découvrir également les liens avec les différents pays limitrophes de la France concernant la grande vitesse dans le monde. Revenez la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un sujet passionnant qui sera la Banque de France. Portez-vous bien, très belle après-midi à vous tous à l'écoute du quart d'heure.